Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de la semaine avec une actualité chargée que je vous propose de découvrir sans plus tarder en images. Ce matin à l'aube, les forces de l'ordre ont entamé comme prévu l'évacuation du site de Notre-Dame-des-Landes, 25 escadrons de gendarmerie, pas moins. Force est restée à la loi. Est-ce que cet exercice, cette démonstration vous paraît excessive? Eh bien, vous nous donnerez votre point de vue. Et puis il y a un autre événement, celui-là qui date d'hier, c'est la réélection assez triomphale compte tenu de son score du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Est-il le nouveau visage de l'Europe? Nous en parlerons. Nous parlerons aussi d'une visite que s'apprête à faire d'ici 2-3 heures le président de la République Emmanuel Macron chez les évêques de France qui l'ont invité à Paris. Est-ce la place d'un président de la République de rencontrer les représentants d'un culte? Vous nous donnerez votre point de vue et puis on parlera aussi de la Syrie. Il y a eu des dizaines de morts dans la Ghouta, cette région dans les faubourgs de Damas à la suite d'une frappe chimique. En tout cas, c'est ce dont est accusé le pouvoir de Bachar el-Assad. La France et les États-Unis veulent une réponse forte et commune. Cette fois-ci, faut-il y aller? C'est-à-dire, faut-il une intervention militaire? Nous en parlerons avec nos 4 invités. Bonsoir Erwan Lenohan. Bonsoir. Vous êtes consultant en stratégie, maître de conférence à Sciences Po, chroniqueur à l'opinion. Et votre dernier ouvrage, La France des opportunités, toutes les bonnes nouvelles qu'on ne vous dit pas, a été publié aux Belles Lettres. Bonsoir Thomas Guénolé. Bonsoir. Vous êtes politologue, membre de la France Insoumise. Vous êtes aussi le patron de l'Institut de formation de co-responsable, je suis pas tout seul. Co-responsable, oui. parce que c'est très... C'est paritaire, c'est collectif. Oui. Et je suis co-responsable aux côtés de Manon Le Breton. Très bien. Et vous êtes aussi l'auteur d'Islamopsychose. Alors, vu le contexte, parlons plutôt d'Antisocial, qui est chez Plomb et qui est sorti début mars. Mais c'est pas un souci. Eh bien, alors c'est que on n'a pas encore nos fiches à jour. Alors, rappelez-nous le nom de votre dernier ouvrage. Ça s'appelle Antisocial, sous-titre La guerre sociale est déclarée, et c'est aux éditions Plomb. Et pour l'instant, ça se vend très bien, c'est sans doute lié à l'actualité. Eh bien, écoutez, et ça continuera sûrement d'autant mieux après cette émission. Bonsoir Thomas Hoffnung. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes le patron de la rubrique politique, société et internationale de Conversation France, qui est un site internet spécialisé dans l'analyse de l'actualité par des universitaires. Absolument. Vous avez été journaliste à Libération. Et votre dernier livre, à moins que là aussi il y en ait un nouveau, c'était La crise en Côte d'Ivoire, le scandale des biens mal acquis, aux éditions de la Découverte. Il y en a un en préparation, mais c'est trop tôt pour en parler. Eh bien, vous reviendrez nous voir, qu'à cela ne tienne, et c'est promis, on en parlera. On commence tout de suite cette émission avec donc l'intervention ce matin des gendarmes, très nombreux, à peu près 100 gendarmes par zadistes, pour évacuer le site de Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement s'y était engagé à la fin de la trêve hivernale. Force est donc restée à la loi. L'ancien Premier ministre Manuel Valls s'en est félicité ce matin. C'était chez le confrère de RTL. La force, l'état de droit, les règles doivent s'imposer sur ce territoire comme dans tous les autres. Donc il faut que la loi revienne. Et on ne peut pas accepter par ailleurs des occupations illégales et encore moins de la violence. 25 escadrons de gendarmerie mobilisés, soit environ 2500 militaires. On sort l'artillerie lourde. C'est nécessaire pour ce type d'opération? Oui, on n'a pas d'autre choix vu la topographie. Ça fait 100 gendarmes pour un zadiste. Oui, mais vu la topographie du terrain, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de mettre le paquet. Alors on va tout de suite écouter la réaction de l'excellente Alexandre Devecchio, qu'à ma grande honte, j'ai zappé dans ma présentation. Pardon, cher Alexandre, tout le monde sait que vous êtes journaliste aux pages Débat et Opinion du Figaro, que vous êtes le responsable du Figaro Vox et que votre dernier livre, Les Nouveaux Enfants du Siècle, est paru aux éditions du Cerf. Et avec les excuses que je vous prie d'accepter, arrive cette question. Il était temps que le gouvernement intervienne. Oui, effectivement, 2500 militaires, c'est presque autant qu'au Mali pour une surface quand même beaucoup plus réduite. Ça témoigne finalement un peu de l'impuissance publique qui a sans doute tellement peur de la bavure qu'elle a du mal quand même à agir. Donc c'est bien que ce soit évacué. L'état de droit est respecté. Maintenant, il faut le faire respecter partout, dans les zones de non-droit, dans les banlieues et dans les universités actuellement. Pour le faire dégager, celles qui sont occupées par des étudiants en grève?
Oui, je pense que là encore, il faut faire appliquer la loi partout. Il y a des étudiants qui aimeraient bien étudier, justement. Donc faire la grève, c'est possible, mais pas empêcher ses camarades d'aller en cours. D'accord, non, vous pensez que c'est la fin de quelque chose, cette évacuation, d'une forme d'utopie ou de laxisme laissé à ceux qui occupaient illégalement ces terrains? C'est en tout cas un symbole politique, je crois, qui est assez fort. C'est aussi pour ça que le gouvernement a déployé cette force, l'ensemble de ces forces de gendarmerie et cette communication. C'est montrer que, comme vous le disiez dans votre accroche, force est restée à la loi, l'État a fait respecter enfin le droit. Et de ce point de vue-là, il y a un angle de communication qui est évidemment très fort. Après, moi, je n'ai pas les compétences pour savoir s'il y a trop ou pas assez de gendarmes. J'ai l'impression que on est quand même face à des collectifs qui sont extrêmement organisés, qui savent extrêmement bien faire en sorte de ne pas être délogés, de susciter éventuellement les incidents au moment des évacuations. Donc moi, que ce soit bien passé, qu'il y ait eu, je crois seulement, c'est déjà beaucoup, mais déjà un gendarme blessé, légèrement blessé, si j'ai bien compris, et que tout a bien passé. Après, est-ce qu'il en fallait 1000, 2500? Honnêtement, le résultat est là, et je pense qu'à peu près tout le monde en est content. Est-ce que c'est un signe politique? Est-ce qu'au-delà, il y a un signe politique fort d'un tournant, quel qu'il soit? Je ne crois pas. Je crois que c'est aussi un signe, mais c'est plutôt un nouveau signe politique du gouvernement vis-à-vis de tous ces groupuscules qui essayent de tout bloquer, les universités et ailleurs. Et effectivement, je pense que de ce point de vue-là, le gouvernement a avec lui l'opinion publique. Alors, évidemment, chers internautes, vous êtes invités à réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, #Figaro Live, #Point de vue, et de répondre à cette question d'ailleurs, est-ce que la force est, comme il convenait, restée à la loi? Tout le monde n'est pas enthousiaste devant cette intervention. Écoutez, par exemple, Éric Coquerel, il est député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il était ce matin sur RFI, et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour lui, c'était pas l'enthousiasme. Ça me mettrait très en colère, cette histoire. Franchement. Ça avait été annoncé. Oui, d'accord. Enfin, ce gouvernement, là, pour le coup, est irresponsable. Si Evans n'a pas suffi, la mort de Rémi Fraisse, on sait très bien que ce genre d'opération est extrêmement dangereuse. Donc, moi, je vous dis, il y a une utilisation politicienne qui est faite aujourd'hui de la ZAD. Moi, j'ai regardé les premières images ce matin. On voit des images de matériel détruit. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose que je condamne totalement. Alors, vous commencez à réagir sur Internet. Merci à tous. Patriote nous dit « Sarkozy aurait dû les virer dès 2007 ». J'imagine qu'il s'agit des zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Fleur nous dit que tout ça n'a rien à voir avec mai 68, tandis que Muriel commente « 2500 gendarmes et CRS pour chasser 100 personnes, mais personne pour les milliers de terroristes que nous avons sur notre sol et en toute liberté ». Thomas Houfnung, peut-être une réaction à ces réticences du député France Insoumise Éric Coquerel qui disait c'est une sorte de gesticulation politique et en plus c'est dangereux parce qu'il peut y avoir des bavures entre guillemets. Je ne partage pas ce point de vue dans le sens où je pense que le gouvernement était coincé. De toute façon, il n'avait pas d'autre choix, si je puis dire, qu'on apprécie ou pas sa décision, c'est une chose. Mais en tout cas, à partir du moment où il a abandonné le projet d'aménagement de l'aéroport et qu'il a explicitement dit qu'il allait faire appliquer la loi, je crois qu'il n'avait pas d'autre choix. Maintenant, je trouve que l'état de droit, il est un peu à géométrie variable, parce que si on se souvient qu'il y avait un référendum qui avait été convoqué et qu'il y a eu un vote en faveur de l'aménagement, en faveur du projet d'aéroport. Voilà, et donc ça référendum qui, je crois, était limité aux départements concernés par ce dossier. Alors après, c'est vrai que c'est toujours la même question sur l'assiette, si je puis dire, ou en tout cas le périmètre du référendum, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a eu aussi énormément de décisions de justice, des recours qui avaient été rejetés, et donc finalement, pour des raisons politiques, le gouvernement renonce à ce projet, et là, oui, encore une fois, je crois qu'il n'avait pas d'autre choix que cette fois que d'aller de l'avant. Thomas Guénolé, insatisfait pour Gérard Collomb qui fait respecter la loi? C'est la cavalerie d'Offenbach, cette histoire. Vous savez, dans les opéras d'Offenbach, vous avez la cavalerie qui arrive pour sauver la situation, mais elle arrive systématiquement en retard. C'est-à-dire que la bataille est déjà jouée. En l'occurrence, pour Notre-Dame-des-Landes... Il y en avait quelques-uns encore, apparemment, quand même. C'est pas ça. Ouais. Non, mais quelle était la finalité
de la création de la ZAD, c'était d'obtenir l'abandon du projet d'aéroport. Le projet d'aéroport a été abandonné. Ils ont gagné. Et là arrive, attention, façon grand débarquement, film d'action à la Rambo ou à la Die Hard, on a je ne sais combien d'intervenants, on a tout le son, les lumières, etc., pour montrer que, attention, on est ferme. Mais attendez les gars, vous vous êtes déjà couchés, vous avez déjà perdu. Le but était d'obtenir l'abandon du projet d'aéroport et c'est gagné. Après, il y a une question qui est une question qui n'est pas inintéressante, mais qui est annexe, qui est les gens qui se sont installés pendant des années sur place, peuvent-ils rester ? D'abord, je voudrais signaler qu'on ne le dit pas, qu'il y a une partie des gens qui se sont installés et que l'intervention policière et militaire a laissé sur place en estimant qu'ils avaient un projet de vie suffisamment durable installé, etc. Et moi, je les en félicite là-dessus. Et après, il y en a une autre partie dont ils ont considéré qu'il fallait les dégager. Là-dessus, chacun appréciera. Après... ces mouvements comme ceux-là, comme d'autres, s'inscrivent dans un contexte général qui est que mai 2018 a commencé. Vous avez le mouvement des cheminots contre la marchandisation du secteur public du rail. Vous avez l'électricité et le gaz qui sont en grève pour rétablir un service public de l'électricité et du gaz qui lui a déjà été transformé en marché. Vous avez le ramassage d'ordures qui est en grève pour la création d'un service public national du ramassage des déchets, puisqu'à l'heure actuelle, ça n'en est pas un. Vous avez Carrefour, où vous avez une grande grève qui a été organisée contre les plans de suppression d'emplois. Vous avez arrêté parce qu'ils ont obtenu satisfaction pour leurs revendications chez Carrefour. Mais quand même, excusez-moi, bah oui, mais a fortiori, ça va dans mon sens. Les EHPAD et les hôpitaux, vous avez des mouvements qui sont contre l'austérité dans les hôpitaux, l'austérité budgétaire, entendez-moi bien. Et puis vous avez les occupations de fac, Tolbiac, Nanterre, Rennes, Montpellier, Strasbourg, etc. Et donc, comme en mai 68, l'enjeu est le même. L'enjeu est de savoir si, en plus des manifs, des occupations et des mobilisations, nous arriverons, nous collectifs, c'est très large, puisque c'est à la fois syndical, étudiant, politique, etc. Est-ce qu'on arrivera au stade, comme en mai 68, d'une grande grève et d'un grand mouvement de blocage de l'économie du pays ? Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui bossent dans les raffineries et des routiers qui nous écoutent, il serait temps de s'y mettre, parce que ce sera plus rapide si le pays manque d'essence. Mais en restant évidemment dans les limites de la loi, car nous sommes tous d'accord sûrement sur ce point. Vous avez remarqué que ça dépend des sujets. Par exemple, il y a des gens qui trichent avec la loi en matière fiscale, mais ça, ce sont des débats dont nous ne parlons jamais. Mais en tout cas, nous ne les inciterons sûrement pas à le faire. Et René, non, vous sentez venir un nouveau mai 68. Là, vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir connu la précédente édition, comme tous ceux qui sont autour de cette table d'ailleurs, mais à part moi. Effectivement. Moi, vous avez quel âge, c'est pas discret. Je ne l'ai pas connu, mais écoutez, peut-être que je ne me trompe pas totalement sur la perception sociale de la France. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a des points de colère, il y a un malaise latent qui était là avant l'élection d'Emmanuel Macron, qui n'a évidemment pas disparu du seul fait de son élection, mais qui n'est pas nécessairement exprimé uniquement par une vision politique portée par l'extrême gauche. Est-ce que on est dans la préparation d'un nouveau mai 68. Honnêtement, j'ai l'impression d'entendre depuis des années que je m'intéresse à la vie politique. Demain matin, c'est le grand soir. Et à ce stade, il n'y a pas de raison de... Je ne vois pas, mais peut-être que je me trompe complètement. Vous me direz que je me trompe, j'imagine. Mais je ne vois pas de raison de cristallisation et de coagulation de ces conflits. Il y a objectivement une accumulation spectaculaire de mouvements sociaux simultanés. Citez-moi une autre période récente pendant laquelle vous aviez autant de mouvements sociaux en même temps. 1995, par exemple. 1995, ça a obtenu le retrait des réformes. Mais très bon exemple. Mais ça n'a rien à voir avec mai 68, parce qu'on n'a pas eu du tout. C'est pas du tout de la même ampleur. 1995, c'est le même modèle que mai 68. Ce sont des grèves de blocage de l'économie du pays. Mai 68, c'était une grève générale. C'était pas juste des étudiants qui voulaient aller baiser dans les dortoirs des filles. Vous comprenez ça? En mai 68, il y a eu les grèves de Non, mais je dis ça parce qu'il y a un certain nombre de papiers, notamment dans Figaro Vox, dans lesquels on nous parle avec la révolution des mœurs, etc. On débat, je crois qu'il y a eu une grève générale. Il y a eu une partie sociale dans mai 68, mais je crois que la révolution de 68 a été une révolution libertaire dans un contexte où la France allait plutôt bien. Et aujourd'hui, il y a une volonté, je crois, une inquiétude sociale, culturelle, une volonté d'ordre qui n'a rien à voir avec mai 68. Par certains aspects, c'est beaucoup plus inquiétant. Il y avait un côté lyrique et sympathique dans mai 68 qu'on ne retrouve pas, je crois, aujourd'hui. Donc je crois que le contexte est profondément
différent. Et par ailleurs, la révolution libertaire de 68 c'était une grève générale où plus de 10 millions de salariés étaient en grève. Mais si, puisqu'on avait 2018 qui arrive, autant qu'on en parle. Précisément, c'est impossible aujourd'hui de faire mai 68 parce qu'on est dans un individualiste qui fait que justement il n'y a pas de lutte pour l'intérêt général. Excusez-moi, mais juste il y a une contradiction là. Totalement. Non, il y a une grosse contradiction. Mai 68, dans le Figaro Vox, je prends que mai 68 était une révolution individualiste, et là on ne peut pas refaire mai 68. Justement parce que l'individualisme de 68 a triomphé. Mais j'ai pas cette lecture-là. Je crois qu'on est dans une société beaucoup plus atomisée et que ça devient difficile d'avoir des. Mais 68, il y a une grève de blocage du pays. J'interromps ce tête-à-tête et je renvoie donc nos internautes au Figaro Vox. Excellent. Merci pour cette publicité. Excellent site que dont Thomas Guénolé est à l'évidence un lecteur assidu. Je vous redonne la parole, chers internautes. Muriel, Muriel, j'en ai déjà parlé. HF qui nous dit c'est un grand manque de respect face aux gens qui se sont mobilisés pendant tant d'années pour l'intérêt de tous. Donc faisant allusion évidemment aux zadistes. JLR nous dit le projet a été abandonné, ils n'ont plus de raison de rester. Et puis notre petit, pas sondage, mais questionnaire, approuvez-vous cette évacuation? Eh bien, vous êtes 81% à l'approuver, ce qui n'est peut-être pas totalement surprenant. En tout cas, il y a consensus là-dessus. Juste un mot là-dessus, Thomas Hoffnung, plus exactement sur l'analogie avec mai 68. Vous croyez qu'on est à la veille d'une explosion sociale ou pas? Je ne fais pas de pronostic parce qu'il y a un pronostic célèbre, la France s'ennuie et puis quelques semaines plus tard elle est en ébullition. Voilà, ça c'était juste avant 68, c'était sous la plume d'un éditorialiste du Monde. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'on est sur des mouvements très différents. Alors est-ce que, comme dit Thomas Guénolé, est-ce qu'ils peuvent se coaguler je n'en sais rien, mais moi, par exemple, je ne mettrais pas du tout l'occupation des facs et des amphithéâtres sur le même plan que l'occupation par les zadistes. Là, c'était un petit groupe qui restait, comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit, un certain nombre d'entre eux, il y a eu une concertation, il y a eu une volonté, je pense. C'est un échec, quelque part, quand vous vous retrouvez avec autant de gendarmes qui débarquent et les images qu'on voit, etc. C'est un échec. Il aurait fallu que ça se passe dans la concertation. En tout cas, c'est un échec pour le gouvernement et également, je pense, pour les zadistes. Il y avait moyen peut-être de trouver un compromis. Bon, en tout cas, c'est promis, on vous réinvitera, messieurs, s'il y a effectivement convergence des luttes, comme on dit chez les camarades. Un dernier mot là-dessus, camarade Lenoir. Parce que je voudrais revenir sur ce que disait Thomas Guénolé, parce qu'il a fait une présentation fort habile où il n'a cessé de dire le service public, on va tuer le service public parce que ça devient un marché, on va tuer le service public parce que ça devient les entreprises privées. Rappelons juste qu'en France, non pas du tout, rappelons juste qu'en France, il y a énormément et historiquement des entreprises privées qui rendent des services publics sur des marchés en concurrence, et les services publics rendus par le privé, c'était déjà le cas à l'époque de Louis XIV. Donc c'est vraiment pas nouveau. Si vous voulez qu'on revienne à Louis XIV, moi ça ne m'engage pas. Eh bien, voilà. Alors, en attendant de revenir à Louis XIV, on va s'intéresser à un autre homme fort, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois qui était candidat à un troisième mandat, qui a largement remporté les élections hier. Il n'a pas caché sa joie ni son plaisir. Écoutez-le, c'était dans la nuit à Budapest. És ami az eredményt illeti, kedves barátaim, azt tudom itt ma este mondani önöknek, nektek, hogy egy nagy csata van mögöttünk, sorsdöntő győzelmet arattunk, lehetőséget kaptunk, lehetőséget teremtettünk magunknak, hogy megvédhessük Magyarországot. Les observateurs, expression qui ne veut pas dire grand-chose, mais on va dire, beaucoup de gens ont été surpris par l'ampleur de cette victoire, puisque Orban a presque, je crois, 30 points d'avance sur son suivant immédiat. Vous avez été surpris ? Oui, quand même, parce qu'on voyait qu'il était quand même assez fébrile, qu'il avait encore musclé son discours nationaliste à la veille du scrutin. Il avait très peur, je crois, que l'extrême droite, parce qu'on qualifie son mouvement d'extrême droite, mais il est encore plus extrême que lui. Le deuxième parti, d'ailleurs, n'est pas un parti de gauche, mais un parti d'extrême droite. Absolument, et donc on voit que la gauche est vraiment très très mal en Hongrie, et je pense qu'au-delà de tout ça, bien sûr, c'est un mauvais signal pour l'Europe. Ça se passe au moment où Emmanuel Macron lance la grande marche européenne. C'est le nouveau visage de l'Europe, Orban, une Europe souverainiste, très crispée contre l'immigration. C'est peut-être le chef de file de cette Europe souverainiste et populiste. On a vu d'autres mouvements de ce type. Regardez la Pologne, c'est vrai que la Pologne aussi pose un défi redoutable à l'Union européenne. L'Autriche, moi je suis assez frappé quand même par le fait que l'extrême droite gouverne en Autriche. Il y a quelques années, il y avait eu des sanctions européennes. Cette fois, il y a un silence
assourdissant. Je pense que l'Union européenne est très très gênée aux entournures et ne sait pas comment réagir face à cette vague qui monte, c'est vrai, en Europe centrale. Après, je crois que c'est quand même un contexte très particulier. Quand, par exemple, Orban parle du joug de Bruxelles, je pense qu'il faut se souvenir de l'histoire récente de la Hongrie et que les gens doivent peut-être faire l'amalgame avec le joug de Moscou. C'est quand même un pays qui sort de décennies de communisme soviétique et qui a quand même souffert beaucoup de cette période. Et donc, je pense... par ailleurs, il y a aussi ces accents nationalistes anti-immigrés. Et là, je crois qu'il faut le mettre aussi sur le compte d'un pays qui était très fermé sur lui-même, comme une bonne partie de l'ancien bloc socialiste soviétique. Et qui, de toute évidence, entend le rester fermé sur lui-même, en tout cas pour l'immigration. Alexandre Devecchio, c'est le nouveau visage de l'Europe, Viktor Orban, ou c'est le visage d'une Europe nouvelle ? Oui, je crois. Le politologue bulgare Ivan Krastev parle de révolte contre l'ordre technomarchand post-1989, donc post-ouverture chute du mur de Berlin. Je crois qu'à cette époque, on croyait à la mondialisation heureuse et que ce cycle-là est en train de se refermer, pas seulement en Europe, partout en Occident. La victoire de Donald Trump est aussi un symbole de ce retournement de l'histoire. Donc je crois que c'était un phénomène qui va s'inscrire dans la durée avec un nouveau clivage que finalement Orban a très bien théorisé lui-même. Il parle de démocratie illibérale. Donc c'est une démocratie avec plus d'importance à la souveraineté nationale qu'aux droits individuels. C'est une démocratie maître de ses frontières, plus protectionniste sur le plan économique. Je crois que c'est un mouvement de fermeture, mais lié aussi à une ouverture qui a été excessive ces dernières années. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur les pays de l'Est. Effectivement, ils se sont libérés, et je pense que s'ils se sont libérés, c'est pas pour aujourd'hui aller sous la dictature douce et de la technocratie bruxelloise. Donc il faut leur faire confiance. Je crois qu'eux savent vraiment ce qu'est une dictature, et Orban est élu démocratiquement avec une majorité très large. Voilà, la démocratie, c'est aussi la souveraineté populaire qui s'exprime et pas seulement le droit et la technocratie. Alors, deux réactions, celle de Cabronito qui nous dit « Orban fait rêver Wauquiez en fait », et puis Gérard qui pose une question « Être patriote, est-ce être populiste ?» Sans doute est-ce une allusion au qualificatif qu'employait Thomas Hoffnung à l'instant pour qualifier Viktor Orban. Erwan Lenan, ce qui est intéressant avec Orban, c'est qu'il est très souverainiste, populiste, tout ce qu'on voudra, mais en même temps, en économie, son pays est relativement prospère, il profite quand même de l'Union européenne, donc c'est un peu un libéralisme à géométrie variable. Oui, pour moi, ça n'est pas un libéralisme, parce que le libéralisme est politique et économique, et à partir du moment où vous n'êtes pas c'est ça ma question. Vous ne pouvez Est-ce qu'on pas peut être libéral en économie et pas en politique? Non, ou alors vous avez un problème de cohérence. Ça s'appelle la droite, dit Thomas Guénolé. On a fait quelques livres sur ce sujet. On va laisser terminer en Lenan et après on vous interrogera bien sûr. Oui, mais il n'est pas complètement faux que la droite n'est pas toujours libérale économiquement. Elle est beaucoup plus libérale politiquement qu'elle ne l'est économiquement. Mais pour rejoindre ce qui a été dit jusqu'à maintenant, moi je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui est propre à l'Europe de l'Est, que vous disiez à l'instant, mais c'est propre à l'ensemble des pays occidentaux. Les observateurs sont surpris, et alors moi je ne veux pas dire que je le suis, parce que je n'ai pas vraiment suivi de près les élections hongroises, mais comme ils ont été surpris par l'élection de Trump, par le Brexit, par le fait que Marine Le Pen réussisse quand même plutôt bien à l'élection présidentielle française, par les élections en Italie récentes, par l'Autriche. Enfin, on est sur un mouvement de fond de l'ensemble des pays occidentaux. Je crois que c'est ce que disait Alexandre. Je ne partage pas complètement l'analyse en disant que c'est une réaction à la mondialisation, mais il y a une vraie question. Est-ce que c'est une réaction, à la crise économique? Est-ce que c'est les raisons économiques qui font monter ces partis populistes, ou est-ce que c'est des questions culturelles? Dans le cas de la Hongrie, j'ai l'impression que c'est plutôt une question culturelle. Dans le cas de l'Autriche, c'était aussi culturel. Dans le cas de la Pologne, c'est culturel. Dans les pays d'Europe de l'Ouest, Sud-Ouest, c'est un peu plus un mélange des deux, de mon point de vue. C'est pour ça que ça peut expliquer Podemos en Espagne, la France insoumise en France, mais ces mouvements sont plutôt des exceptions au niveau des pays occidentaux que des révélateurs. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus des mouvements populistes de droite que des mouvements populistes de gauche.
Dernière remarque, la question ouverte pour moi, c'est de savoir si l'élection d'Emmanuel Macron prouve que la France est en retard sur ces mouvements ou en avance et qu'elle a réussi à les dépasser. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Ouais. Alors ça, on pourra y venir peut-être après, mais Thomas Guénolé, comment vous définiriez ce Viktor Orban, à la fois homme de droite parce que libéral en économie et homme souverainiste, populiste en matière politique? Pour moi, c'est juste une force politique d'extrême droite. Notamment du fait de positions particulièrement xénophobes ou carrément dans l'antisémitisme, il faut quand même le rappeler, dans le cadre du Premier ministre Orban. Gauche en France et au Royaume-Uni. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Mais après, vous avez la question. Non, mais il faut pas. En ce moment. Non, mais bon, écoutez, moi, je veux bien qu'on parte dans le grand délire, mais je vais m'en tenir au fait. Donc, sur la question, faire le ménage dans son parti. Je pense. Non, mais bon, écoutez, est-ce que je peux terminer au moins ma phrase avant qu'on raconte n'importe quoi? D'ailleurs, personne ne vous coupe la parole. Bah, si, 2 fois. Il y a des commentaires. Donc, non, c'est pas sur n'importe quoi les commentaires en question, mais il y a des choses qui sont. Alors, pas nous vous écoutons avec intérêt et attention. Donc, cher Thomas il y a Guénolé. la question du vote anti-réfugié, c'est une composante du succès de Viktor Orban, et puis il y a ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, c'est-à-dire la question de l'Union européenne, à la fois sur la question des frontières, et donc on rejoint le vote anti-réfugié, mais aussi une composante qui est de voter contre les politiques rendues obligatoires par les traités de l'Union européenne, c'est-à-dire la marchandisation d'un certain nombre de services publics, c'est-à-dire le fait de rendre obligatoire le dumping social, le dumping fiscal, etc. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser des armes pour lutter contre, c'est interdit, en tout cas à l'intérieur de l'Union européenne. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, et c'est là que je vous rejoins plutôt vous, dans ce cas-là, c'est que ça entraîne 2 forces de rejet des politiques rendues obligatoires par les traités européens. Ce n'est pas un rejet nécessairement de l'Europe, mais en tout cas c'est un rejet des politiques rendues obligatoires par ces traités européens-là. Et donc vous avez deux grands types de forces. Vous avez d'une part des forces qui sont d'extrême droite, donc dans certains pays il n'y a que ça qui monte vraiment, par exemple en Hongrie et plus généralement dans les pays de l'Europe de l'Est où pour des raisons historiques évidentes, le vote de rejet se manifeste essentiellement à l'extrême droite et très peu dans des formes de gauche alternative. Vous avez des pays où ce n'est pour des raisons symétriques que les forces de rejet de ces politiques de gauche alternative qui vont monter, par exemple en Espagne, ça va être surtout ça qui monte, parce qu'ils ont fait des régimes, ils ont fait l'expérience récente historiquement de régimes d'extrême droite, même remarque pour le Portugal, et puis vous avez des pays qui n'ont fait l'expérience récente ni de l'un ni de l'autre, et dans lesquels c'est les deux qui montent. Et donc vous avez par exemple le Royaume-Uni, où vous avez à la fois UKIP et le New Labour, qui quand même, comme transformation du paysage, relève de la gauche alternative, et en France, vous allez avoir simultanément la France Insoumise et le Front National, mais encore une fois, sur des lectures des types de rejet de l'Union européenne qui ne sont fondamentalement pas les mêmes. On peut les appeler selon où on se situe soi-même, souverainiste de droite ou xénophobe quand on parle de l'extrême droite. Et puis quand on va être... J'ai introduit la nuance selon d'où on parle, et puis il va y avoir le rejet qui va être de la gauche alternative, dans le cas, j'insiste là-dessus, des traités austéritaires de l'Union européenne. Puisque j'invite ceux qui ont un doute à lire, même si c'est très rébarbatif, à prendre le temps de lire les traités européens pour voir tout ce qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des traités, qu'on soit de gauche ou de droite ou ailleurs, on ne peut pas contester que ça devient de plus en plus inutile de voter, puisque quoi qu'on vote, des politiques économiques bien précises sont rendues obligatoires par les traités européens. On croit comprendre, Thomas Guénolé, que vous aussi vous rejetez l'Europe, mais pas pour les mêmes raisons que M. Orban. Sur le libéralisme d'Orban, c'est un libéralisme traditionnel, c'est-à-dire que c'est un libéralisme intérieur, favorable aux petits entrepreneurs, etc. Mais sur le plan extérieur, il est contre toutes les mesures de dérégulation de l'Union européenne. Et le fait que la transition libérale dans les pays anciennement communistes ait été brutale joue aussi, donc je pense qu'il y a un mélange des deux, et qu'Orban propose un protectionnisme cohérent qui est à la fois culturel par rapport à l'immigration et économique sur la question de la dérégulation européenne. Donc je pense que ça se tient de manière extrêmement cohérente, et donc je ne parlerai pas de... Effectivement, il est libéral, mais il n'est pas libre-échangiste, Viktor Orban. Et peut-être juste ajouter que la Hongrie profite énormément des transferts nets européens. C'est un des pays qui profite le plus des aides européennes, je crois, après la Bulgarie actuellement. Donc il n'y a pas de ce vote en faveur d'Orban. De l'Allemagne, d'ailleurs. Oui, et aussi ajouter peut-être une précision, c'est que Orban fait partie... son parti est sur les bancs du Parti populaire européen à Strasbourg et Bruxelles. Comme Mme Merkel. Voilà, et il a soutenu d'ailleurs, je crois qu'il appelait à voter, il se sent proche de Merkel et non pas du mouvement d'extrême droite, l'AfD par exemple, en Allemagne. Donc il brouille un peu les cartes et les pistes
Mais pour moi, ça reste un populiste de droite, très clairement, notamment sur sa rhétorique nationaliste et anti-immigré. Beaucoup de réactions chez nos internautes. Carole qui nous dit, si l'on parlait des causes profondes de ces protectionnismes nationalistes, voire extrémistes, c'est ce qu'on a essayé de faire, chère Carole. J'espère qu'on a répondu en partie au moins à vos interrogations. Patriote qui nous dit, Orban est assez étatiste et hétérodoxe en fait, c'est un ovni économique. Oui, étatiste, mais pas partout. Bobo Dioulasso qui nous dit enfin une voix d'opposition à l'Union européenne, tandis que Patriote ajoute Vauquier ou Pelletier, Guillaume Pelletier, me rappelle Orban dans le côté assez étatiste, gaulliste à l'ancienne. Et Cabronito nous dit il faudrait rappeler que la Hongrie est l'un des principaux bénéficiaires des aides européennes, plus de 25 milliards sur 5 ans. Tandis que Patriote, encore lui, ajoute Orban était libéral, social-démocrate en 1990. Ne l'oublions pas. Effectivement, ça montre à quel point il est difficile de cataloguer ces nouveaux leaders. À ce moment-là. Il les avait perdus quand il était libéral. C'était un élève modèle de l'Union européenne et il avait perdu les élections dans la foulée et il est revenu 4 ans plus tard avec le programme que l'on sait et c'est la 3e fois qu'il est élu de manière consécutive. Donc c'est vrai que la droite française pourrait peut-être s'en inspirer. Eh bien, on va voir ça. Je suis sûr qu'il se penche avec intérêt sur le résultat de ces élections. Je vous propose d'ailleurs de revenir en France, mais pas pour parler de la droite, mais plutôt du président de la République. Celui-ci a été invité ce soir par la conférence des évêques de France. Il va intervenir donc devant les responsables français de l'Église catholique. C'est d'ailleurs un discours qui va être retransmis en direct tout à l'heure sur Figaro Live. Est-ce la place d'un président de la République d'aller dans ce genre d'instance? Eh ben, en tout cas, certains pensent que oui, notamment le père Stala Bourdillon, qui est le responsable des relations entre l'Église catholique française et les parlementaires. Et pour lui, Macron sera d'autant plus à sa place ce soir qu'il a une vraie sensibilité spirituelle. Regardez. Il apparaît que le président de la République manifeste une certaine sensibilité à la question de la vie spirituelle des personnes et que tout chef d'État, toute personne qui a en responsabilité l'organisation du corps social dans son entier ne peut pas édifier ce corps sans avoir une certaine considération pour ce qui fait la vie intérieure des citoyens. Et je crois qu'Emmanuel Macron a compris que l'Église catholique n'était pas un parti, que les religions ne devaient pas être justement situées dans l'espace public comme des forces politiques. Voilà, ce qui ne les empêche pas, ajouter le père Stala Bourdillon, de pouvoir exprimer leur avis. Thomas Guénolé, est-ce que vous vous réjouissez de cette visite épiscopale, en tout cas chez les évêques? Moi, vous savez, j'ai été élevé dans la foi catholique. J'ai eu quelques années de catéchisme, etc. Et donc, par la suite, j'ai totalement perdu la foi. Je suis athée, mais j'ai gardé, j'ai gardé l'essentiel des valeurs chrétiennes, en tout cas du Nouveau Testament. Donc, je n'ai pas d'hostilité de principe envers les catholiques ou leur clergé. Cela étant, le fait qu'Emmanuel Macron, en tant que président de la République, se rende à la conférence des évêques de France me pose un problème pour une raison très simple. Emmanuel Macron n'est pas qu'Emmanuel Macron. Il est, on peut en être content ou mécontent, il est le président de la République. Et donc, au titre de la Constitution, il incarne l'État. Il incarne l'État. C'est dans la Constitution, c'est écrit noir sur blanc. Et l'État, depuis la loi de 1905, la République ne reconnaît aucune religion. Ne reconnaît aucune religion, ça veut dire que la République doit être daltonienne envers les religions. C'est pas qu'elle est pour ou qu'elle est contre, c'est qu'elle ne les voit pas. Elle ne les voit pas, pour que justement les différents individus dans la population aient la liberté de croire en ceci ou en cela, ou de ne pas croire. Et donc c'est un principe de neutralité totale, mais de neutralité par le fait de n'en reconnaître aucune. Encore une fois, comme un daltonien peut ne pas voir le rouge, par exemple, eh bien la République, et donc le président de la République en particulier, ne voit pas les religions. Et donc, non, il n'a pas sa place dans ces événements-là. Et de manière générale, il n'a pas sa place non plus, à mon sens, et au sens de la France Insoumise, nous avons une position très claire là-dessus, les différentes manifestations ou rencontres religieuses, les responsables, le président de la République, les ministres, etc., n'y ont pas leur place. Religieuses ou communautaires, comme le dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France? Par extension, bien sûr, oui, je viens de vous le dire. Ça, je veux dire, pourquoi je ferai un cas d'exception? Il n'y a pas de raison. C'est l'ensemble des manifestations religieuses auxquelles le président de la République, les ministres, les députés, etc., n'ont pas leur place, là, pour les raisons que je vous ai expliquées. Laurent Lenon, est-ce aussi votre avis? Non. Tant mieux, comme ça c'est un point de vue divergent. La laïcité, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas du tout choqué que le président aille ce soir rencontrer les évêques. Je serais choqué qu'il aille prier
quelle que soit sa religion, publiquement. Et c'est quelque chose qui, pour des laïcité, il ne peut pas faire. Mais rencontrer des responsables religieux, que l'État soit neutre et vis-à-vis des religions ne veut pas dire qu'il les ignore. Ça ne veut pas dire qu'il doit absolument refuser de les rencontrer. La laïcité, c'est séparation de l'Église et de l'État. Donc l'État ne devrait, en principe, n'avoir aucune intervention dans la vie religieuse, ni aucun financement dans la vie religieuse depuis 1905. En pratique, c'est totalement faux, à la différence des États-Unis, où, pour le coup, l'État ne peut pas verser $1 à un culte. En France, on subventionne on subventionne les églises, on subventionne des lieux de culte. En tout cas, on les entretient. Non, bien sûr, mais on subventionne l'école privée catholique. Je veux dire, tout ça, c'est inimaginable aux États-Unis, par exemple. Il faut bien s'en rendre compte, quand même. Il a raison, l'évêque de Guyane est payé par nos impôts. Par contre, la laïcité ne dit pas que la religion doit disparaître de l'espace public. La preuve, aux États-Unis, par exemple, c'est omniprésent, on le sait tous. En France, on a eu tendance à considérer que la religion devait disparaître aussi de l'espace public. Ça, pour le coup, c'est ce qui fait que, par exemple, vous avez des lois pour interdire le port de signes religieux, ou vous avez un certain nombre de lois qui sont venues encadrer la liberté religieuse dans un sens qui n'était pas prévu par la loi de 1905. Bon. Là, on n'est pas du tout dans un moment où le président de la République va s'incliner devant une religion, il va rencontrer les évêques catholiques, qui sont quand même représentatifs de la principale religion des Français, comme il a participé, je crois, à un dîner d'iftar pendant le Ramadan, comme il a rencontré les représentants de l'institution juive. Le président reçoit tous les ans pour ses vœux les représentants des principaux cultes français. Je ne vois pas du tout en quoi c'est une violation de la laïcité. Il y a d'ailleurs des questions qui se posent régulièrement, de savoir si de nouveaux cultes qui se revendiquent comme religion veulent être aussi dialogués avec l'État. Et là, effectivement, il y a des questions. Mais dans le cas de la religion catholique, ça ne se pose pas. Thomas Hoftung, votre avis là-dessus? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que la laïcité, et ce qu'a dit aussi Thomas Guénolé aussi, c'est la neutralité, l'impartialité de l'État. Mais par contre, là où je suis en désaccord avec vous, c'est que je pense qu'effectivement, rencontrer les responsables, par exemple, de l'Église catholique, ce n'est pas, à mon avis, bafouer le principe de laïcité. Je pense que c'est bien que le chef de l'État, qui est le chef de tous les Français, de toutes les confessions, donc aussi, les Français de toutes confessions, puissent rencontrer sereinement des responsables religieux, s'exprimer. Est-ce que je peux répondre là-dessus? Oui. Juste simplement, il y a un problème de logique. La République ne reconnaît aucun culte. C'est pas pour ça qu'elle ne parle pas aux représentants de ces cultes, si. Mais c'est pas ça, c'est qu'à partir du moment où la République ne reconnaît aucun culte, si vous avez en face de vous un représentant d'une religion, vu par un représentant de la République, il ne voit pas la religion. Encore une fois, elle n'existe pas. Un siècle de jurisprudence, il y a un siècle de décision sur le sujet. Absolument pas, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis simplement que, du strict point de vue de la loi de 1905 sur la laïcité, vous ne pouvez pas rencontrer ce dont vous ne reconnaissez pas l'existence. C'est quand même pas compliqué. Après, si on parle... Justement, la laïcité, c'est un Après, il y a d'autres sujets qui, à mon avis, sont plus urgents, comme par exemple l'abolition du concordat d'Alsace-Moselle et des différents dispositifs concordataires, notamment en Guyane et ailleurs, parce que je ne vois pas au nom de quoi un certain nombre de responsables religieux seraient payés avec l'argent de nos impôts. J'ai toujours pas compris, parce que quand un certain nombre d'intervenants du débat public disent que des millions de Français échappent quotidiennement à l'application de la laïcité, c'est vrai, ils sont en Alsace, ils sont en Moselle, ils sont en Guyane, entre autres, à Mayotte aussi d'ailleurs. Et donc quand vous mettez tout ça bout à bout, ça fait pas mal de gens qui ne vivent pas sous l'égide de la règle de laïcité. Ce n'est pas normal dans une république qui, normalement, aux dernières nouvelles, est une et indivisible. Alexandre Devecchio, il y a un autre point sur ce dossier. Certains disent le président de la République va visiter l'Église catholique dans des conditions qui mettent l'Église catholique comme une communauté comme une autre. Et donc, il y a le dîner du CRIF dont on a déjà parlé, d'autres rendez-vous. Et l'Église ne devrait pas faire ça parce que, compte tenu de son rôle historique, culturel en France, elle n'a pas organisé d'autant plus que je ne suis pas sûr que finalement ces évêques soient très représentatifs des forces vives du catholicisme aujourd'hui. Moi, d'une certaine manière, je ne suis pas sûr que c'était eux qui étaient dans la rue, c'est pas eux qui sont les plus mobilisés sur les questions éthiques aujourd'hui. Donc, d'une part, il y a ça, et d'autre part, moi, je pense qu'ils n'enfreignent pas les règles de la laïcité, mais que Macron a une vision de la politique qui n'est pas la mienne, qui est clientéliste, c'est-à-dire, bon, là, il va voir les catholiques, demain, il ira voir les musulmans, après-demain, la société
l'association LGBT du Nord-Pas-de-Calais, je dis n'importe quoi, mais moi je suis contre cette politique qui segmente. J'aime les gens qui n'est pas un culte, mais j'aime pas le clientélisme et la vision communautariste de la société. Je préférerais que le président de la République ait une vision et qu'il s'y tienne et qu'il fasse pas du en même temps. Par exemple, jeudi, il va dans la France périphérique, dans une école, faire une émission de télé avec Jean-Pierre Pernaut. Dans le même temps, il ferme des écoles de cette même France périphérique. C'est un peu prendre les gens pour des gogos, pardonnez-moi, et je suis pas sûr que ce soit très efficace vis-à-vis des catholiques de France. Ça n'aura aucune incidence. Ils seront peut-être irrités que le président de la République aille comme ça parler devant les évêques, mais sur les questions éthiques qui les concernent, soit vague et très ambigu. On ne sait toujours pas quelle est sa position. Il serait plus clair de la donner et de la défendre devant tous les Français. Sans doute que les évêques vont aussi interroger le président sur les migrants, puisqu'on sait que l'Église catholique, dans la suite du pape, est plutôt favorable à un accueil massif, ou en tout cas généreux, des migrants. Oui, mais je pense que je partage pas votre point de vue. Je pense que c'est bien qu'il voit tout le monde. En fait, c'est pas du clientélisme. Pour moi, c'est l'Église catholique a une influence très importante. Je pense que la République doit être assez sûre d'elle-même pour aller à la rencontre des églises, par exemple, et ça ne remet pas en question ce principe de laïcité qui, par ailleurs, je pense, s'adapte aussi au cours de l'histoire. La loi de 1905, elle n'est pas gravée dans le marbre, elle a évolué, et que le président aille à la rencontre des évêques qui vont lui parler effectivement de l'accueil des migrants. Je pense que c'est très, très intéressant qu'il entende cette voix, et peut-être qu'il en tienne compte justement pour l'accueil des migrants, par exemple, à la frontière entre la France et l'Italie. Thomas Guédonnet, vous êtes d'accord sur ce point-là ? J'ai déjà dit pourquoi je n'étais pas d'accord, donc je ne vais pas me répéter inutilement sur le fait que vous pouvez être proche des positions de l'Église catholique sur l'accueil des migrants et donc heureux qu'elle puisse s'exprimer sur ce sujet face au président ? À quel titre ? Excusez-moi, mais à quel titre ? S'ils veulent faire valoir leur position sur les réfugiés dans l'espace politique, ils n'ont qu'à se présenter aux élections. Pardonnez-moi, mais par ailleurs, il y a un autre point qui est que sur le fait que je suis d'accord avec Alexandre Devecchio à l'instant sur l'approche communautariste, c'est-à-dire que non, la conférence des évêques de France ne représente pas les catholiques de France. Ce n'est pas vrai. D'abord parce que ce sont des sondages récents, ce que je vais vous dire. D'abord parce qu'il y a à peu près la moitié des catholiques de France qui ne croient pas en Dieu. Qui sont des catholiques culturels. Oui. C'était il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il y avait eu un sondage là-dessus. Et deuxièmement, l'écrasante majorité des catholiques sont ce qu'on appelle sécularisés, c'est-à-dire qu'ils ont gardé une somme de repères culturels, de coutumes, si vous voulez. Mais en réalité, concrètement, ils sont complètement sécularisés dans leur vie de tous les jours. Il n'y a pas de place réelle pour le religieux. Et en réalité, leur moteur quotidien dans la vie, concrètement, la religion en est totalement absente. Et donc, pour ces deux raisons très simples, non, la conférence des évêques de France, c'est pas contre eux, encore une fois, mais elle ne représente pas les catholiques français. Merci les Français beaucoup. De confession catholique, pour être précis. Très bien, on laisse la parole aux internautes, à Amir qui nous dit si le président se présente à un dîner donné par une association musulmane, ce sera un scandale. Et Patriote qui nous dit on confond laïcité et négation absolue de la religion. Il était rompre le jeûne, enfin ça se fait. Rompre le jeûne du Ramadan. Donc ça a été un scandale. Un dernier sujet. Non, avant tout, on va vous demander votre avis puisque vous avez voté. Est-ce que vous êtes d'accord pour que le président de la République aille à ce type de manifestation ? Ça se passe au Collège des Bernardins à Paris. C'est très partagé, c'est intéressant. Voilà, votre point de vue. Merci de l'avoir exprimé. Il nous reste quelques minutes pour traiter un dernier sujet bien plus grave, hélas. Il y a eu en Syrie de nouveaux bombardements dans les faubourgs de Damas qui ont fait des dizaines de morts. Il semblerait, selon un grand nombre de témoignages, qu'il y a eu des frappes chimiques avec du gaz sarin, avec du chlore. Vous vous souvenez peut-être que le 13 février dernier, Emmanuel Macron avait dit « Si la France a des preuves avérées que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils en Syrie, nous frapperons. » Si c'est avéré, faut-il frapper, Erwan Lenan, militairement ? J'avais compris, mais... Bien sûr, mais c'était pour préciser. Évidemment, la citation d'Emmanuel Macron, on dit que si on a des preuves avérées, donc... je sais pas Oui, non, c'est-à-dire des preuves, mais évidemment, mais il faut savoir, on frappera. Mais la question, j'ai pas du tout la compétence pour y répondre. C'est
qui est-ce qu'on peut, mais qui on frappe? Qui est-ce qu'on peut attribuer exactement l'origine des frappes à Bachar el-Assad? Voilà. C'est ce que je crois comprendre. Donc, il y a un certain nombre d'éléments de preuve, d'intuition qui font qu'on a peu de doutes, mais est-ce qu'on peut le prouver pour s'engager dans un conflit militaire, le président ayant posé un niveau de preuve qui est assez élevé, je ne suis pas aujourd'hui totalement convaincu. Après, maintenant, il y a une question de cohérence et de crédibilité de la parole diplomatique française. Il a dit qu'il allait cogner. Il ne peut pas laisser les gens se faire tuer en Syrie sans réagir, alors qu'il avait dit qu'il réagirait. Mais sur ces sujets-là, de manière générale, je suis relativement prudent sur les interventions militaires à l'étranger dans des conflits qui sont ô combien complexes. On sait bien qu'au Moyen-Orient, il y a eu un certain nombre où il y a eu des interventions et que derrière, il n'y avait pas de solution alternative. Et ce qui a été le vrai problème, c'était pas la frappe, c'était pas de défaire Saddam Hussein, par exemple, c'était de ne pas avoir de solution alternative derrière. Et dans le cas de la Syrie, je ne suis pas convaincu qu'il y en ait. Mais je suis pas un expert. J'ajoute que cette prudence est partagée par les internautes du Figaro, puisque c'était notre question du jour. Êtes-vous favorable à une frappe française en Syrie après les soupçons d'attaque chimique? Et donc, cette question a été posée sur le site internet du Figaro depuis ce matin, et les 3/4 ou presque de nos internautes considèrent que non, ce ne serait pas une bonne idée. Est-ce aussi votre avis, Thomas Hoffnung? Faut-il frapper? Je pense que là, on a la démonstration que le concept de ligne rouge est un très mauvais concept, parce que vous vous liez les mains. Et à partir du moment où vous dites, voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron, comme l'avait dit avant lui Barack Obama, il faut se souvenir que c'était Barack Obama qui avait parlé de ligne rouge en premier lieu. Il n'a pas tenu sa parole, il n'a pas tenu parole, et je crains qu'Emmanuel Macron ne soit pas en mesure de le faire, parce que que vont faire les militaires? C'est toujours la même question, c'est qu'est-ce qu'on fait le jour d'après? Vous frappez, et ensuite, qu'est-ce que ça a changé concrètement sur le terrain? En fait, finalement, cette éventuelle frappe, elle interviendrait très tardivement, trop tardivement. Maintenant, c'est terrible à dire pour les populations syriennes visées par ces bombardements chimiques. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute, même si on sait que les rebelles ont peut-être aussi un peu d'armes chimiques, de doute que c'est le régime de Damas, le pouvoir de Damas, qui frappe sa propre population avec des armes chimiques. Mais c'est trop tard. Maintenant, vous avez les Russes qui sont sur place, vous avez les milices iraniennes. Enfin, le théâtre est complètement ouvert et en même temps fermé à une action militaire française, je crois. Et d'ailleurs, je me demande même si on on aurait les moyens d'effectuer une frappe. Mais ensuite, qu'est-ce que vous faites derrière? C'est trop tard, Thomas Guénolé? Moi, il y a plusieurs choses. D'abord, je ne sais plus qui disait que la première victime dans une guerre, c'est la vérité. Donc les affirmations péremptoires, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Je ne veux pas ressortir l'exemple éternel de Colin Powell, mais... Colin Powell faisant état d'armes de destruction massive chez les Irakiens. Ou d'un certain nombre d'interventions dans lesquelles on nous annonce telle ou telle chose, et puis 4 ou 5 ans plus tard, on nous explique que c'était bidon ou que c'était tout à fait autre chose. Donc prudence. Moi, je dis juste, simplement, comme beaucoup d'internautes, je dis juste prudence sur les affirmations péremptoires, dans lesquelles, en plus, il faut voir la source qui nous donne les affirmations péremptoires, donc je suis prudent là-dessus. D'abord, il y a ça. Ensuite, tous ces gouvernements, alors Emmanuel Macron, Barack Obama avant lui ou d'autres, nous on trace une ligne rouge, s'il se passe tel truc, on tape pas, mais s'il se passe tel truc, on tape. Mais de quel droit? Il y a un droit international, il y a un droit de la guerre, qui précise ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire et dans quel cas on encourt des sanctions. Ce n'est pas à des gouvernements, à des puissances de par leur propre autorité autoproclamée de dire voilà ce que je vais faire, je vais distinguer les crimes de guerre qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Même quand les droits de l'homme sont très durement atteints. Mais justement, tous les crimes de guerre sont inacceptables. C'est quoi cette logique? Vous allez voir le raisonnement, hein. Je vais juste commencer à distinguer les crimes de guerre selon leur degré. Non, un crime de guerre est un crime de guerre. Mais c'est grotesque. Voilà, c'est quoi? Il y a des armes létales qui tuent légèrement. Je veux dire, c'est comme les preuves avérées vraies. C'est du vocabulaire qui n'a pas de sens. Ensuite, très vite, parce qu'il nous reste plus une frappe française. S'il se passe ceci ou cela, encore une fois, mais de quel droit? De quel droit la France, les États-Unis ou qui que ce soit d'ailleurs dit il s'est passé telle chose, donc je t'envoie une bombe dans la gueule. Mais de quel droit? Il y a l'Organisation des Nations Unies. Ça sert à prendre des décisions au titre de la communauté internationale. Elle est paralysée, c'est ça. C'est pas que, il n'y a pas que parce nécessairement. Que les Russes mettent leur veto, vous le savez bien. Non, mais vous savez à quoi servent les systèmes de veto? Les systèmes de veto servent à ce qu'on obtienne un consensus suffisamment large pour pouvoir ne pas faire n'importe quoi de manière unilatérale et envenimer la situation. Et l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution à une très très large majorité qui était de dire quoi? Qui était de dire il faut une conférence des différentes parties en présence pour la paix, parce que ce sera toujours beaucoup plus efficace que tel ou tel gouvernement qui unilatéralement
littéralement dit « Vous savez quoi, j'ai décidé que là, il y a ma ligne rouge est franchie, donc je t'envoie une bombe dans la gueule. » Ça va pas, c'est pas sérieux. Et ce sera votre dernier mot, en tout cas pour ce soir, cher Thomas Guénolé, car vous serez bien sûr réinvité. Guénolé a raison, nous dit Patriote, il y a beaucoup de manipulation d'images, c'est de la pure folie de frapper. Vous avez le dernier mot, Alexandre Devecchio, est-ce que vous aussi vous êtes contre cette diplomatie interventionniste au nom des droits de l'homme? Oui, le droit d'ingérence a largement montré ses limites, on l'a vu en Irak, en Libye, partout. Je suis plutôt reconnaissant à Emmanuel Macron d'avoir renoué avec une diplomatie qui se rapproche un peu plus du gaullisme que la diplomatie de Sarkozy et de Hollande. Et je trouve qu'avec ce genre de déclaration, il se hollandise totalement. Hollande avait dit la même chose, on frappera. Il n'a pas frappé puisque la diplomatie, c'est pas un western. La cavalerie ne débarque pas comme ça. C'est des enjeux géopolitiques extrêmement complexes. Je trouve qu'il se décrédibilise à essayer de montrer ses muscles comme ça. On voit bien que quelques temps après, ces déclarations seront battues en brèche puisque il n'y aura pas, très vraisemblablement, pas d'intervention militaire française toute seule en Libye. Donc il a perdu une occasion de se taire. Thomas Fond, vous avez beaucoup traité ces sujets-là. Et les Américains, eux, ils pourraient y aller en revanche, non? Et peut-être nous emmener avec eux pour intervenir militairement? C'est vrai que il y a eu une première frappe dès que Donald Trump est arrivé en poste à la Maison-Blanche. Il a ordonné une frappe. Mais là, vous avez vu, il y a eu une frappe cette nuit. Tout de suite, les Américains et les Français ont dit c'est pas nous. Apparemment, c'est Israël qui aurait frappé une base aérienne syrienne. Qui ont montré, contrario, démontré la passivité en fait des Français et des Américains par rapport à ces bombardements chimiques, dont je pense que les gouvernements occidentaux ne peuvent pas s'engager à la légère. Je pense que tout le monde sait que ça vient du régime de Damas. C'est vraiment une question c'est la de dernière curiosité. phrase Quel est l'intérêt de Bachar el-Assad de frapper alors qu'il est en position de force aujourd'hui? C'est une question que je me pose. Oui, pourquoi utiliserait-il des armes chimiques alors qu'il a gagné? Vous avez raison, parce que effectivement, ça paraît totalement irrationnel. Alors, est-ce que c'est un commandant, c'est très décentralisé, et que c'est un commandant qui a pris une initiative personnelle? C'est possible. Eh bien, voilà, c'est une question qu'on sera peut-être amené à traiter dans une prochaine émission. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce point de vue qui revient évidemment demain à la même heure, au même endroit, avec Marie-Amélie Lombard. Bonsoir à tous.